Elle est malade mentale, a-t-elle crié. Je suis restée silencieuse. La juge a regardé son avocat et a demandé, « N'avez-vous vraiment aucune idée de qui elle est ?» Son avocat s'est figé. Le visage de ma mère est devenu pâle. Ma mère n'a pas hésité. Elle s'est levée au milieu de la salle d'audience, m'a désigné directement du doigt et a dit haut et fort, « Elle est mentalement incompétente. » Elle l'a toujours été. Le mot « incompétente » a résonné comme un verdict avant même que la juge ne parle. J'étais assise à la table du défendeur au tribunal des successions du comté de Saint-Clair. Mes mains étaient soigneusement jointes devant moi, mon dos droit, mes yeux fixés sur une sombre éraflure sur la surface en bois. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai regardé personne. J'avais appris il y a longtemps que le moyen le plus rapide de perdre le contrôle était de réagir. Des murmures ont parcouru la pièce. Quelqu'un s'est déplacé inconfortablement au dernier rang. Un stylo est tombé sur le sol. Ma mère a continué, elle est instable. Elle est émotive. Elle ne devrait jamais être autorisée à gérer de l'argent, et encore moins à hériter d'une succession. Je suis restée silencieuse. Non pas parce que j'étais faible, non pas parce qu'elle avait raison, mais parce que le silence était la seule chose à laquelle elle ne s'était pas préparée. La juge Eleanor Whitham était assise derrière le banc, son expression indéchiffrable. Elle avait la soixantaine, des cheveux argentés tirés en arrière et des lunettes posées bas sur son nez. Elle a laissé ma mère parler sans interruption. Cela seul m'a dit que cette audience n'allait pas être courte. Je m'appelle Evelyn Cross. J'avais 34 ans et, selon la femme qui m'a donné naissance, je n'étais plus apte à contrôler ma propre vie. L'audience était censée porter sur la succession de ma grand-mère. C'était la raison officielle de notre présence à tous. Mais tout le monde dans cette salle savait que ce n'était pas vraiment une question d'argent. C'était une question de contrôle, d'humiliation, de réécriture de l'histoire en public. Ma grand-mère, Ruth Cross, était décédée 8 mois plus tôt dans sa petite maison de Riveren. Elle est partie paisiblement dans son sommeil. Je lui tenais la main quand c'est arrivé. Elle m'a élevé quand le mariage de mes parents a éclaté. Elle me préparait mes repas, m'aidait avec mes devoirs, m'a appris à équilibrer un chéquier avant que je ne sois assez âgé pour conduire. Elle m'a tout laissé ce qu'elle possédait. 3 semaines après les funérailles, ma mère a contesté le testament. 6 semaines plus tard, elle a déposé une requête d'urgence affirmant que j'étais mentalement incompétente et a exigé qu'un curateur soit nommé immédiatement, elle-même. Cette seule requête a suffi à geler la succession, à bloquer l'homologation, à nuire discrètement à ma carrière. Mon cabinet m'a mise en congé administratif en attendant une révision. Les clients ont cessé de me rappeler. Les collègues ont évité les conversations qu'ils ne voulaient pas avoir. Personne ne m'a accusé directement, mais personne ne m'a défendu non plus. Le doute n'a pas besoin de preuves. Il a juste besoin d'espace. Maintenant, ma mère se tenait au tribunal, calme et sereine, me décrivant comme un problème de toujours. Elle a parlé de préoccupation, de peur, de responsabilité. Elle parlait comme une femme essayant de sauver sa fille d'elle-même. Quiconque ne connaissait pas notre histoire aurait pu la croire. Elle a terminé sa déclaration et s'est assise, lissant son blazer comme si elle venait de livrer quelque chose de répété et bien reçu. Son avocat, Arthur Nolan, a fait un petit signe de tête, satisfait. La juge Whitham a finalement parlé. Mademoiselle Cross, a-t-elle dit, tournant son attention vers moi. Souhaitez-vous répondre aux allégations ? La pièce a retenu son souffle. J'ai secoué la tête une fois. Non, votre honneur. Le silence qui a suivi était plus lourd qu'un cri n'aurait pu l'être. La juge Whitham m'a examiné un instant de plus que nécessaire, puis s'est tournée vers monsieur Nolan. Conseiller, a-t-elle dit d'une voix égale. Avant de poursuivre, puis-je vous poser une question ? Arthur Nolan s'est redressé. Bien sûr, votre honneur. Elle s'est légèrement penchée en avant. N'avez-vous vraiment aucune idée de qui est cette femme ? Il a cligné des yeux. C'est une comptable. Elle travaille localement. La juge n'a pas répondu tout de suite. Son regard est revenu sur moi, puis sur ma mère, puis encore une fois sur son avocat. Quelque chose dans son expression a changé. Pas de colère, pas de sympathie, mais de la reconnaissance. Et c'est alors que j'ai compris quelque chose que ma mère n'avait pas compris. Elle pensait que cette audience visait à me prendre quelque chose.
Elle n'avait aucune idée qu'elle visait à révéler qui elle était vraiment. Car pendant qu'elle racontait des histoires, j'avais gardé des dossiers. Et cette salle d'audience, ce moment, n'était que le début. Ma mère n'a pas choisi ses accusations au hasard. Elle savait exactement où viser. Quand elle m'a traité d'instable mentalement au tribunal, elle n'inventait pas une histoire. Elle puisait dans quelque chose de réel, de vieux, de fragile et de profondément personnel, quelque chose qu'elle savait que je ne voudrais jamais voir traîner au grand jour. Car autrefois, il y a longtemps, j'avais été brisé. J'avais 14 ans lorsque mes parents ont divorcé. Ce ne fut ni silencieux, ni civilisé, ni mutuel. Ce fut explosif. Des disputes bruyantes qui transperçaient les murs, des portes claquées assez fort pour faire trembler les fenêtres. Puis un matin, mon père a fait sa valise et a quitté l'État. 2 mois plus tard, ma mère s'est remariée. 3 mois après cela, elle a cessé de m'appeler sa fille. Elle ne s'est pas battue pour la garde. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'est pas venue aux événements scolaires, aux anniversaires ou aux fêtes. Je suis devenu une gêne qu'elle avait déjà dépassée. Je suis allé vivre chez ma grand-mère, Ruth, à Riveren. De l'extérieur, cela ressemblait à un sauvetage, et à bien des égards, cela l'était. Mais en moi, quelque chose s'était déjà fissuré. J'ai cessé de dormir. J'ai cessé de manger correctement. J'ai pleuré dans des endroits où personne ne pouvait me voir. Une conseillère scolaire l'a remarqué et a suggéré quelques séances pour m'aider à m'adapter. J'ai parlé. J'ai pleuré. J'ai appris des mots comme abandon et faible estime de soi avant d'être assez âgé pour voter. Et puis lentement, je me suis rétabli. Ce que ma mère a fait ensuite est quelque chose que je n'ai compris que des années plus tard. En tant que ma tutrice légale à l'époque. Son nom est resté sur mes dossiers, formulaire d'admission, note de counseling, paperasse administrative. Elle n'a jamais demandé de copie à l'époque. Elle n'en avait pas besoin. Elle les a gardés comme des munitions. Quand elle a déposé sa requête des décennies plus tard, ces vieux documents ont refait surface, dépouillés de contexte, dépouillés de temps, dépouillés de guérison. Une adolescente effrayée est devenue un schéma de vie. La douleur temporaire est devenue une instabilité chronique. Elle savait que personne ne lirait attentivement. Elle savait que personne ne demanderait ce qui s'était passé après, car les allégations sont plus bruyantes que les explications. Au moment où les documents judiciaires m'ont été remis, ma vie se désagrégeait déjà de manière discrète et humiliante. Mon cabinet m'a convoqué un après-midi dans une salle de conférence. Pas d'accusation, pas de voix élevée, juste un langage prudent, responsabilité, réputation, image. Ils me croyaient, ont-ils dit, mais la croyance n'était pas le problème. Le risque l'était. Je n'ai pas été viré. J'ai été mise sur la touche. Pas de nouveaux dossiers, pas de témoignages d'experts, pas de travail qui comptait. 7 ans à construire une crédibilité, effacée par une seule requête. À la maison, les dégâts se sont également propagés. Mon petit ami, Daniel Brox, a essayé d'être un soutien. Il l'a vraiment fait. Il venait d'une famille où les problèmes étaient résolus en discutant autour d'un dîner, où les parents ne transformaient pas le passé en armes. Au début, il m'a dit que ça irait. Que la vérité finit toujours par éclater. Puis ses parents ont commencé à poser des questions. Puis des amis ont posé des choses prudentes et gênantes. Puis un soir, assis en face de moi à notre table de cuisine, Daniel a dit quelque chose qui a tout changé. « Pourquoi ne ferais-tu pas simplement une évaluation psychologique ?» a-t-il demandé doucement. Juste pour leur prouver qu'ils ont tort. Je l'ai fixé. Non pas parce que je ne comprenais pas la logique, mais parce que je comprenais l'implication. Si j'acceptais, je validais l'accusation. Si je refusais, j'avais l'air coupable. Ma mère m'avait parfaitement piégé. Cette nuit-là, Daniel est parti après notre première vraie dispute. Je suis resté seul dans mon appartement, fixant une photo encadrée de ma grand-mère à ma remise de diplôme universitaire. Elle avait 73 ans sur cette photo, rayonnante comme si je venais de conquérir le monde. Elle disait toujours, les gens mentent. Les chiffres non. Je me suis accroché à cette pensée alors que tout le reste s'échappait. Ce que ma mère ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu savoir, c'est que pendant qu'elle construisait un récit, j'observais discrètement des schémas. Elle connaissait mes points faibles émotionnels. Elle connaissait mon histoire.
Mais elle ne connaissait pas ma formation. Elle ne savait pas que j'avais passé des années à traquer la fraude, à suivre les traces écrites, à voir les menteurs s'effondrer sous leurs propres incohérences. Elle pensait qu'elle me ramenait dans le passé. Ce qu'elle faisait vraiment, c'était me pousser dans mon élément. Car une fois que vous comprenez comment quelqu'un essaie de vous faire du mal, vous commencez à vous demander pourquoi. Et quand j'ai finalement posé cette question, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Il ne s'agissait pas des souhaits de ma grand-mère. Il ne s'agissait même pas de moi. Il s'agissait de désespoir. Et le désespoir laisse toujours une trace. La première chose que j'ai faite a été d'arrêter d'essayer de me justifier. Les explications étaient émotionnelles. Les chiffres ne l'étaient pas. Ma grand-mère avait ajouté mon nom à son compte bancaire principal 2 ans avant sa mort. Elle disait que c'était pour des raisons pratiques, afin que je puisse l'aider à payer les factures si son arthrite s'aggravait, si conduire devenait difficile. À l'époque, je n'y avais pas pensé. Maintenant, ce petit détail est devenu la seule raison pour laquelle je pouvais voir ce que les autres ne pouvaient pas. Tard un soir, bien après que Daniel soit parti et que l'appartement soit redevenu silencieux, je me suis connecté au compte. Je me suis dit que je vérifiais juste les soldes. Je me suis dit que je cherchais à me rassurer. Au lieu de cela, j'ai trouvé des questions. Au premier abord, tout semblait normal. Paiement de services publics, taxes foncières, épicerie, frais de pharmacie. Ma grand-mère avait toujours été prévisible, méticuleuse. Elle payait les mêmes factures à peu près aux mêmes heures chaque mois. Puis j'ai élargi la plage de dates. J'ai extrait les relevés des 2 dernières années de sa vie et les ai mis dans un tableur. J'ai trié les dépôts et les retraits. J'ai codé les catégories par couleur. C'était de la mémoire musculaire, quelque chose que j'avais fait des centaines de fois auparavant pour d'autres personnes. C'est alors que le schéma est apparu. Cet retrait en espèces, pas de chèque, pas de virement, en espèces. Il ne correspondait à aucune dépense régulière. Pas de service public, pas de facture médicale, pas de réparation domiciliaire, juste de gros chiffres ronds, 4 000, 6 000, 12 000, retirés à intervalles irréguliers. Je les ai surlignés et me suis appuyé sur ma chaise. Total, 48 200 $. Mon pouce est accéléré, mais je me suis forcé à ralentir. Une anomalie est une coïncidence. 2 sont une curiosité. 7 sont une intention. J'ai ensuite consulté le calendrier de ma grand-mère. Elle notait tout. Rendez-vous chez le médecin, réunion d'église, même les visites occasionnelles. J'ai recoupé les dates des retraits avec ces notes. Chaque retrait a eu lieu dans les 3 jours suivant une visite de ma mère. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. C'était le moment où la plupart des gens paniqueraient ou pleuraient ou appelleraient quelqu'un au milieu de la nuit juste pour entendre une voix. J'ai fait du café parce que la panique obscurcit le jugement et que le jugement était la seule chose que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Je ne savais pas encore comment l'argent avait été pris. Seulement qu'il l'avait été et cela signifiait qu'il y en avait plus parce que les gens qui volent une fois s'arrêtent rarement. Le lendemain matin, je suis allé à Rivran. La maison de ma grand-mère sentait toujours comme elle. Nettoyant à la lavande des vieux papiers. J'ai parcouru la maison lentement, ouvrant les tiroirs, les armoires, les dossiers, sans fouiller, sans me presser, juste en observant. Au début, j'ai pensé que sa tenue de registre s'était détériorée vers la fin. Reçu manquant, enveloppe non étiquetée, papier en désordre. Puis une pensée plus froide s'est installée. Et si le désordre n'était pas accidentel? J'ai vérifié les endroits évidents en premier. Classeur, tiroir de bureau, le petit coffre-fort dans son placard. Rien de concluant. Et puis je me suis souvenu du coffre-fort, Arbor State Bank, centre-ville de Rivran. Elle y avait ajouté mon nom des années plus tôt après une petite frayeur de cambriolage dans le quartier. Je l'avais aidé à y ranger des bijoux et des documents importants. Après cela, la vie a continué. J'avais complètement oublié. Le directeur de la banque a immédiatement reconnu son nom. Il était gentil, professionnel. Il n'a pas posé de questions. Le coffre était plus lourd que je ne l'attendais. À l'intérieur se trouvaient les choses dont je me souvenais, bijoux, documents, bons d'épargne, et une chose que je n'avais pas, un journal en cuir marron. La première entrée était datée 14 mois avant sa mort. Je me suis assise sur le petit banc à l'intérieur de la salle du coffre et je l'ai ouvert.
L'écriture était régulière au début, familière, réconfortante. Elle écrivait sur ma mère qui appelait inopinément, sur des excuses, sur le désir de renouer. Elle a écrit qu'elle n'y faisait pas entièrement confiance, mais qu'elle était fatiguée et que l'espoir peut être persuasif. Au fur et à mesure que les entrées continuaient, le ton a changé. Des montants sont apparus, des dates, de courtes notes écrites avec une précision croissante. Je lui ai donné de l'argent aujourd'hui. Elle a dit que c'était urgent. Elle m'a demandé de signer des papiers. J'étais confuse. Mes mains ont commencé à trembler. Ce n'était pas du divaguer. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la documentation. Ma grand-mère savait que quelque chose n'allait pas. Et au lieu d'y faire face, peut-être par honte, peut-être par peur, elle a fait la seule chose qu'elle avait toujours faite quand quelque chose n'avait pas de sens. Elle l'a écrit. Au moment où j'ai atteint les dernières pages, je ne cherchais plus de réponse. Je collectais des preuves. J'ai refermé le journal avec précaution et je suis resté assise plus longtemps que prévu, respirant l'air frais et vicié du coffre. Quelque part au loin, j'entendais les bruits étouffés de la banque continuer comme si rien n'avait changé. J'ai alors réalisé que cette histoire, la vraie, était plus grande que moi. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, en prêtant attention aux petits détails au lieu d'attendre des explosions, vous comprenez probablement pourquoi cela importe. Parce que la vérité se révèle rarement d'elle-même. Elle attend d'être remarquée. J'ai quitté la banque avec le journal sous le bras et une seule certitude terrifiante s'installant dans ma poitrine. Ma mère n'avait pas seulement menti à mon sujet. Elle avait volé sa propre mère. Et maintenant, qu'elle le sache ou non, elle avait invité la pire personne possible à regarder de près. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que la peur avait finalement été remplacée par quelque chose de plus aigu. La concentration. Celle qui serre derrière les yeux et refuse de lâcher prise. Le journal m'avait dit ce qui s'était passé. Il ne m'avait pas encore dit comment. Au matin, j'étais de retour à la table de la salle à manger de ma grand-mère. Des papiers étalés en rangées soignées, relevés bancaires, notes de calendrier, photographies que j'avais prises des pages du journal. Je travaillais comme je l'ai toujours fait, méthodiquement, sans a priori. C'est alors que j'ai remarqué le vide. Il y avait des retraits que je pouvais maintenant expliquer. Mais il y avait une période où l'activité du compte est soudainement devenue fluide. Trop fluide. Des paiements regroupés, des virements propres, presque professionnels. Quelqu'un avait pris le contrôle. Je suis retourné à la Harbor State Bank avant le déjeuner et j'ai demandé des copies de tous les documents d'autorisation liés au compte de ma grand-mère. Cela a pris plus de temps que d'habitude. Approbation supplémentaire, une conversation discrète derrière un bureau en verre. Lorsque le dossier a finalement atterri devant moi, j'ai senti une froide certitude s'installer. Il y avait là une procuration datée 9 mois avant la mort de ma grand-mère, accordant pleine autorité financière à Marjorie Haye. Au premier abord, cela semblait légitime, format correct, langage approprié, une signature d'apparence familière. Mais je n'ai pas regardé les signatures en premier. J'ai regardé l'authentification notariée. Le tampon appartenait à un notaire nommé Calvin Moore. Je connaissais ce nom, non pas personnellement, mais professionnellement. Je l'avais déjà vu des années auparavant dans un contexte différent, dans une affaire impliquant des documents mal classés. Calvin Moore avait pris sa retraite discrètement. Son habilitation de notaire avait expiré plus de 3 ans auparavant. J'ai vérifié à nouveau la date sur le document. La procuration avait été authentifiée après sa retraite. J'ai expiré lentement. Ce n'était pas une zone grise. Ce n'était pas une formalité technique. C'était un crime. La signature aurait pu être réelle, signée un mauvais jour, sous pression par une femme qui avait fait confiance à la mauvaise personne. Mais l'authentification notariée, elle, était fabriquée. Quelqu'un avait pris un vieux tampon et l'avait utilisé pour donner une autorité illégale à de réelles conséquences. J'ai scanné le document et l'ai transmis à mon avocate, Helen Ward, avec une seule ligne, cela ne devrait pas exister. Elle m'a appelé dans les 5 minutes. Où avez-vous obtenu cela, a-t-elle demandé. À la banque, ai-je dit. C'est déjà enregistré. Cela a été utilisé. Il y a eu une pause. Puis, Evelyn, cela change tout. Elle avait raison. Jusqu'à ce moment, le dossier de ma mère était cruel,
mais civil, mensonge, manipulation, diffamation. Ce document l'a rendu criminel. Hélène m'a dit de ne confronter personne. Ni ma mère, ni son avocat, ni la banque. Elle a dit que nous devions les laisser croire que leur histoire était toujours intacte. Les gens qui pensent qu'ils gagnent, a-t-elle dit, font des erreurs. Alors, j'ai attendu. Et pendant que j'attendais, j'ai fouillé plus profondément. J'ai extrait les dossiers liés à la procuration, les transactions autorisées en vertu de celle-ci, les changements d'accès au compte, les schémas de synchronisation. Le nom de Léonard Aï, mon beau-père, n'arrêtait pas d'apparaître, pas en tant que signataire, pas en tant que propriétaire, mais en tant que destinataire. Des fonds transférés, des comptes liés, des transferts à court terme qui disparaissaient rapidement. Ce n'était pas seulement ma mère. Ce n'est jamais le cas. Ce soir-là, Daniel est venu discrètement, incertain d'être le bienvenu. Je lui ai montré le document. Je lui ai montré les dates, le tampon, l'incohérence. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas essayé de réparer les choses. Il s'est juste assis là à lire. Quand il a levé les yeux, sa voix était différente. Il pensait que tu ne le remarquerais pas, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu, et il pensait que personne ne me croirait si je le faisais. Le lendemain, Hélène a déposé notre réponse au tribunal. Elle était intentionnellement ennuyeuse. Nous avons nié les allégations. Nous avons affirmé ma compétence. Nous avons demandé une audience. Pas de pièce à conviction, pas de demande conventionnelle, pas de feu d'artifice. Je voulais qu'il soit détendu. 2 semaines plus tard, ma déposition était prévue. Arthur Nolan a posé des questions prévisibles, études, emploi, antécédents de santé mentale. J'ai répondu avec soin, de manière minimale, véridique, mais sans contexte. J'ai regardé ma mère sur l'écran vidéo dans le coin. Sa posture s'est adoucie, ses lèvres se sont légèrement courbées vers le haut. Elle pensait que je cédais. Elle n'avait aucune idée que je documentais, car pendant qu'ils se concentraient à prouver mon instabilité, ils ne surveillaient pas leurs propres pas. Et chaque tampon falsifié, chaque retrait précipité, chaque supposition négligente s'alignait en quelque chose de bien plus dangereux qu'un héritage perdu. Cela devenait un schéma. Et les schémas ne racontent pas seulement des histoires, ils condamnent. Jusqu'à ce point, j'avais traité ma mère comme le centre de tout. Sa voix, ses accusations, son intérêt soudain pour l'argent qu'elle n'avait pas cherché pendant des décennies. Mais une fois que j'ai étalé tous les documents devant moi, relevés bancaires, autorisations, journaux de transfert, j'ai commencé à voir ce que j'avais manqué auparavant. Ma mère était bruyante. Le vrai travail avait été silencieux. Le nom de Léonard Aï apparaissait encore et encore. Jamais là où il aurait dû être évident. Pas sur les dépôts judiciaires, pas sur la procuration, pas en tant que bénéficiaire. Toujours adjacent. Un compte lié ici. Un transfert à court terme là. Des fonds passant et disparaissant rapidement avant que quiconque regardant de façon désinvolte ne le remarque. Léonard était mon beau-père, l'homme que ma mère avait épousé 3 mois après le divorce de mes parents. L'homme qui ne m'avait jamais élevé, ne m'avait jamais appelé, n'avait jamais prétendu se soucier, mais il était toujours là, juste en dehors du cadre. J'ai commencé par les registres publics. Léonard possédait 3 petites propriétés commerciales à Sinclair City, ou du moins il le faisait. Au cours des 4 dernières années, 2 avaient été refinancées. Une avait été discrètement vendue. Des privilèges étaient apparus, puis avaient disparu. Les créanciers tournaient comme un carrousel. Ce n'était pas un effondrement. C'était une lutte. Les gens ne commencent pas soudainement à voler leur famille à moins qu'ils ne manquent de temps. J'ai ensuite extrait les dossiers commerciaux. Ces entreprises ont légèrement changé de nom au fil des ans. Nouvelle LLC, mêmes adresses, même numéro de téléphone, même comptable, vieilles astuces. Plus j'allais en profondeur, plus cela devenait clair. Léonard ne planifiait pas. Il réagissait. Et lorsque la pression montait, il cherchait des personnes vulnérables ayant accès à de l'argent. Comme une femme âgée qui voulait croire que sa fille avait changé. Pourtant, le soupçon ne suffisait pas. J'avais besoin de confirmation. Cette confirmation est arrivée sous la forme d'une demande de message à laquelle je ne m'attendais pas. Phoebe Aï, la fille de Léonard de son premier mariage.
Elle avait soumis une déclaration signée en faveur de la requête de ma mère, affirmant que j'avais toujours semblé instable et irresponsable. Selon le dossier du tribunal, cette déclaration avait du poids. Elle voulait me rencontrer. Mon avocate a immédiatement déconseillé. Cela pourrait être un piège, a dit Hélène. Tout ce que vous dites pourrait être déformé. Elle avait raison. Mais je me suis souvenu de quelque chose de la déposition. Quand le nom de Léonard est apparu, Phoebe avait détourné le regard de la caméra. Pas de façon désinvolte, pas poliment. Instinctivement, j'ai accepté de la rencontrer sur un terrain neutre, un café en bordure d'autoroute entre Rivran et la ville. Public, ordinaire, sûr. Phoebe est arrivée en avance. Elle semblait plus mince que sur sa photo. Fatiguée. Ses mains ne cessaient de bouger, remuant un café qu'elle ne buvait pas, pliant des serviettes, tapant le bord de la table. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle a commencé par l'honnêteté. Mon père a écrit cette déclaration, a-t-elle dit doucement. Il m'a dit de la signer. J'ai attendu. Il a dit que ce n'était que de la paperasse. Elle a continué, il a dit que vous ne la verriez même jamais. Je lui ai demandé pourquoi elle avait accepté. Elle a hésité, puis a baissé les yeux sur son poignet, l'a touché légèrement, comme si elle vérifiait quelque chose d'invisible. Il a dit que je lui devais. C'était tout ce qu'elle avait besoin de dire. Phoebe m'a parlé de la mère de Léonard, Hélène Aye. Elle avait vécu en établissement de soins assistés hors de l'État, souffrait de démence, de vraie démence. Léonard avait une procuration. Au moment où Hélène est décédée, sa succession était presque vide. Léonard a dit que les frais de soins avaient tout englouti. Des années plus tard, Phoebe a commencé à poser des questions. Les chiffres n'avaient pas de sens. Quand elle l'a confronté, la conversation s'est mal terminée. Elle n'a pas donné de détails. Elle n'avait pas besoin de le faire. Les schémas ne se répètent pas par accident. J'ai dit la vérité à Phoebe, que je ne pouvais pas la protéger, mais que je pouvais dire au procureur qu'elle avait coopéré si elle était prête à témoigner honnêtement. Elle a accepté, non pas parce qu'elle voulait se venger, mais parce qu'elle était fatiguée de porter ce fardeau. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, l'histoire a finalement pris tout son sens. Ma mère n'était pas l'architecte. Elle était l'instrument. Léonard avait vu une opportunité. Une femme vieillissante, un léger déclin cognitif, une fille désespérée de renouer, une autre fille isolée et facile à discréditer. Et il les avait tous joués. De retour à mon appartement, Daniel attendait. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, il n'a pas demandé ce qui allait se passer ensuite. Il a demandé, depuis combien de temps sais-tu faire ça? Toute ma vie, ai-je dit. Parce que ma grand-mère ne m'avait pas seulement appris à équilibrer un chéquier. Elle m'avait appris à voir ce que les gens essayaient de cacher. Et Léonard y avait laissé des empreintes partout. Il n'avait juste pas réalisé que quelqu'un était enfin en train de regarder. La déposition était prévue un mardi matin. Arthur Nolan a choisi l'heure délibérément, assez tôt pour être intimidante, assez tard pour s'assurer que j'ai le temps de m'inquiéter. Il l'a présentée comme routinière, juste une chance de clarifier quelques points avant l'audience. C'était bien. La routine est l'endroit où les gens baissent leur garde. Je suis arrivé 10 minutes en avance, vêtu simplement. Pas de blazer, pas de bijoux voyants, rien qui suggère confiance ou autorité. Je voulais avoir l'air exactement comme ma mère s'attendait à ce que j'ai l'air. Petite, fatiguée, incertaine. Elle est apparue sur l'écran vidéo quelques minutes plus tard, assise à côté de Léonard. Elle n'a pas souri en me voyant. Elle n'en avait pas besoin. Elle pensait qu'elle était déjà en train de gagner. Arthur Nolan a commencé par des questions faciles. Mon nom, mon âge, mon éducation. J'ai une licence en comptabilité, ai-je dit. Où avez-vous étudié? Dans l'État. Il a hoché la tête, a griffonné quelque chose et est passé à autre chose. Il n'a jamais demandé ce que j'avais fait de ce diplôme. Il n'a jamais demandé depuis combien de temps j'exerçais. Il n'a jamais demandé pourquoi j'avais été appelé comme témoin dans d'autres affaires. Cette omission allait avoir de l'importance plus tard. Quand il a posé des questions sur mes antécédents en matière de santé mentale, je n'ai pas bronché. Oui, ai-je dit. J'ai consulté brièvement un conseiller à l'adolescence. Pourquoi?
Mes parents ont divorcé. Comment avez-vous réagi à ce divorce? J'ai eu des difficultés temporaires. Je n'ai pas expliqué davantage. Je n'ai pas contextualisé. Je ne me suis pas défendu. J'ai répondu comme quelqu'un qui n'a plus rien à dire. Du coin de l'écran, j'ai vu la posture de ma mère se détendre. Léonard s'est adossé à sa chaise. Phoebe, assise plus loin, a gardé les yeux fixés sur la table. Arthur a réessayé. Avez-vous déjà été diagnostiqué avec une maladie mentale? Non. Avez-vous déjà été hospitalisé? Non. Avez-vous déjà été déclaré inapte à gérer vos propres affaires? Non. Chaque réponse était propre, ennuyeuse, sans émotion. Je sentais la pièce perdre son intérêt pour moi. C'était le but. Les gens sous-estiment ceux qui n'attirent pas l'attention. 2 heures plus tard, Arthur a conclu la déposition avec un sourire poli. Il m'a remercié de ma coopération. Il a dit que nous verrions ce que la juge en pensait. Quand l'appel a pris fin, j'ai expiré pour la première fois de la matinée. Hélène m'a regardé attentivement. Il pense que vous flanchez, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. C'est pourquoi ils y fonceront tête baissée. Au cours des 2 semaines suivantes, nous n'avons rien fait qui semble agressif. Pas de requête, pas d'accusation, pas de révélation soudaine. Nous avons laissé le silence faire le travail. Pendant ce temps, Hélène a discrètement transmis la falsification notariée au procureur de district. Elle n'a pas insisté. Elle n'a pas dramatisé. Elle leur a simplement demandé de regarder. Ils l'ont fait. Je ne savais pas à quelle vitesse ils agissaient. Je n'en avais pas besoin. Je faisais confiance au processus de la même manière que ma grand-mère faisait confiance à ses registres. Lentement, patiemment, avec des preuves. La veille de l'audience, Daniel m'a demandé si j'étais nerveuse. J'y ai réfléchi. Je ne suis pas nerveuse, ai-je dit, je suis prête, car il y a une différence. Les nerfs viennent de l'incertitude. La préparation vient de la préparation. Cette nuit-là, je suis allé à Riveren une dernière fois. Je ne suis pas entré dans la maison. Je me suis juste assise dans la voiture, garée de l'autre côté de la rue, me rappelant comment ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir sur le porche avec une tasse de café tous les dimanches matins, équilibrant son chéquier à la main. Elle ne se précipitait jamais. Elle vérifiait toujours 2 fois. J'ai compris maintenant qu'elle ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Elle m'avait laissé une méthode. Le lendemain matin, la salle d'audience s'est rapidement remplie, non pas de spectateurs, mais de tension. Les gens sentent quand quelque chose est sur le point de se briser, même s'ils ne savent pas pourquoi. Ma mère est arrivée en retard, confiante. Léonard a suivi, serein. Arthur feuilletait des papiers comme un homme qui croyait connaître la fin. Je me suis assise tranquillement à côté d'Hélène. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines histoires se déroulent lentement, pourquoi les détails sont importants, pourquoi le silence peut être plus bruyant que les accusations, c'est parce que des moments comme ceux-ci ne s'annoncent pas, ils se révèlent. Et si vous avez suivi attentivement, en remarquant les petits changements au lieu d'attendre les feux d'artifice, vous savez déjà ce qui va arriver. Parce que la juge n'avait pas encore posé sa question, et une fois qu'elle l'aurait fait, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Les salles d'audience ont leur propre rythme. La plupart des gens ne le remarquent pas. Ils se concentrent sur les arguments, les voix élevées, les accès occasionnels. Mais quand on y a passé suffisamment de temps, on apprend que les vrais tournants sont silencieux. Ils arrivent dans la pause entre les phrases, dans la façon dont un juge cesse de prendre des notes, dans une question posée un peu trop calmement. L'audience a commencé exactement comme Arthur Nolan s'y attendait. Il s'est levé, a boutonné sa veste et a lancé un récit poli sur une mère inquiète qui essayait de protéger une succession vulnérable. Il a parlé de distance, de regret, d'une fille qui avait eu des difficultés émotionnelles pendant la majeure partie de sa vie. Ma mère a hoché la tête au bon moment. Léonard a gardé ses mains jointes, les yeux baissés, et a fait preuve de retenue. Arthur ne m'a jamais regardé pendant qu'il parlait. Il n'en avait pas besoin. Dans sa version de l'histoire, j'étais déjà un objet, pas une personne. Quand il a eu fini, la pièce s'est sentie étrangement légère, comme si tout le monde avait été convaincu que le plus dur était passé. La juge Elena Whitham est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Elle a tourné une page du dossier, a ajusté ses lunettes,
a levé les yeux. Son regard s'est posé sur Arthur. Conseiller, a-t-elle dit. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Arthur s'est redressé, confiant. Oui, votre honneur. Elle s'est légèrement penchée en avant, sans agressivité, sans théâtralité, juste assez pour changer l'atmosphère de la pièce. N'avez-vous vraiment aucune idée de qui est cette femme? Arthur a cligné des yeux. Je ne suis pas sûr de comprendre, a-t-il dit prudemment. La juge Witham a tourné son regard vers moi pendant une demi-seconde, juste assez longtemps pour enregistrer la reconnaissance, puis de nouveau vers lui. La femme que votre client me demande de déclarer mentalement incompétente, a-t-elle poursuivi. Savez-vous quelque chose de son parcours professionnel? Arthur a jeté un coup d'œil à ses notes. C'est une comptable, a-t-il dit. Elle travaille localement. La juge n'a pas répondu tout de suite. Ce silence s'est étiré. 5 secondes. 10. Assez de temps pour que l'inconfort s'installe. Elle s'est tournée vers Hélène. Madame Ward, a-t-elle dit, souhaitez-vous clarifier? Hélène s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas dramatisé. Votre honneur, a-t-elle dit. Ma cliente est une enquêteuse financière médico-légale senior. Elle est spécialisée dans l'exploitation financière des personnes âgées. Elle a témoigné en tant qu'expert dans des dizaines d'affaires, beaucoup d'entre elles dans ce palais de justice. La tête d'Arthur s'est relevée brusquement. La mâchoire de Léonard s'est contractée. Ma mère s'est figée. La juge Witham a hoché la tête lentement comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Merci, a-t-elle dit. Cela correspond à mes souvenirs. Arthur a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La juge s'est tournée vers lui. Conseiller, a-t-elle dit. Compte tenu de ces informations, je suis curieuse de savoir pourquoi aucune d'entre elles n'apparaît dans vos dépôts. Arthur a dégluti. Cela ne semblait pas pertinent à la requête, votre honneur. Au contraire, a répliqué la juge, sa voix toujours calme. Cela semble extrêmement pertinent. Elle a fait un geste vers Hélène. Madame Ward, vous pouvez poursuivre. Hélène n'a pas traîné. Elle s'est dirigée vers la table des preuves et a placé un seul dossier devant la greffière. Des copies ont été distribuées à la juge, à Arthur, à ma mère. Hélène a commencé par les relevés bancaires, date, montant, schéma. Elle a guidé le tribunal à travers chaque retrait, 7 au total, chacun ayant eu lieu quelques jours après les visites documentées de ma mère à Rude Cross. Elle n'a pas accusé. Elle n'a pas spéculé. Elle a laissé les chiffres parler. Le visage d'Arthur a changé à mesure qu'il suivait. Il s'est penché plus près des documents, a tourné les pages plus rapidement. Hélène est passée à la procuration. Elle a souligné l'authentification notariée, le nom, la date. Puis elle a soumis la preuve de la retraite du notaire. La pièce est devenue silencieuse. Léonard regardait droit devant lui. Ma mère a secoué la tête une fois brusquement, comme si le déni à lui seul pouvait annuler l'encre et le papier. Hélène n'avait pas fini. Elle a présenté le journal. Des extraits ont été lus à haute voix, avec soin, avec respect. Les mots de ma grand-mère conservés exactement tels qu'elle les avait écrits. Confusion, honte, peur, documentation. J'ai vu le visage de ma mère changer, non pas de culpabilité, mais d'indignation. Non pas de ce qu'elle avait fait, mais d'être exposée. Hélène a conclu en décrivant le schéma au-delà de cette succession. Les similitudes, les questions sans réponse, les renvois déjà en cours. Elle s'est assise. La juge Witham a retiré ses lunettes et les a posées sur le banc. Elle a regardé Arthur. Avez-vous une réponse? Arthur s'est levé lentement. Sa voix était plus fluette maintenant. Votre honneur, a-t-il dit. Nous demandons une brève interruption pour nous entretenir avec notre cliente. La juge a hoché la tête une fois. Accordé. Tandis qu'Arthur se penchait vers ma mère et chuchotait de toute urgence, elle m'a finalement regardé, vraiment regardé pour la première fois en 19 ans. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai juste attendu parce que la question avait déjà été posée et qu'elle avait tout changé. La pause a duré exactement 12 minutes. Je le sais parce que je les ai toutes comptées. Arthur Nolan s'est penché près de ma mère, chuchotant rapidement,
sa confiance disparut, sa voix aiguisée par l'urgence. Léonard n'a rien dit. Il regardait droit devant lui, la mâchoire serrée, les yeux dans le vague, comme un homme qui avait déjà calculé ses pertes et décidé lesquelles il pourrait supporter. Phoebe était assise à l'extrémité du banc, les mains jointes sur ses genoux, immobile. Lorsque l'audience a repris, Arthur s'est levé. « Votre honneur » a-t-il dit, s'éclaircissant la gorge. « Après avoir consulté ma cliente, nous souhaitons retirer la requête. » Un frisson a parcouru la pièce. Non pas de surprise, mais de soulagement. Le genre qui vient quand les gens pensent qu'une chose désagréable a été soigneusement emballée. La juge Whitham ne le partageait pas. Elle a regardé Arthur un long moment, puis a secoué la tête une fois. « Non » a-t-elle dit calmement. « Cela n'arrivera pas » Arthur a cligné des yeux. « Votre honneur, étant donné les preuves présentées, a poursuivi la juge, ce tribunal n'est pas disposé à simplement laisser cette affaire disparaître. Ce qui a commencé comme une requête d'homologation soulève maintenant de graves préoccupations d'exploitation financière et de fraude. » Ma mère a ouvert la bouche. La juge Whitham a levé la main. « Madame Aye, vous avez suffisamment parlé aujourd'hui. » Le silence est tombé, épais, définitif. La juge a commencé à énumérer les actions. Sa voix était mesurée, précise. La requête a été rejetée sans possibilité de nouveau dépôt. Les preuves seraient transmises au bureau du procureur de district. Des copies seraient envoyées aux autorités fédérales pour un examen plus approfondi. Chaque phrase résonnait comme une porte qui se ferme. Arthur n'a rien dit. Léonard a finalement bougé sur son siège. Un mouvement subtil qui ressemblait presque à de la résignation. Ma mère est restée figée, ses mains serrées sur ses genoux, les yeux écarquillés, non pas de peur, mais d'incrédulité. Elle était venue ici en s'attendant à contrôler. Elle partait avec des conséquences. La juge Whitham a terminé, a signé l'ordonnance et m'a regardé directement. « Mademoiselle Cross » a-t-elle dit, « vous êtes libre de partir. » C'était tout. Pas de coups de marteau, pas de cris, pas de confrontation dramatique, juste du papier, de l'encre et la finalité. En dehors de la salle d'audience, l'air était différent, plus léger, comme une pression qui se relâche après des mois de rétention. Daniel m'attendait dans le couloir. Quand il a vu mon visage, il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il savait. Hélène s'est écartée pour passer un appel. Je n'ai saisi que des fragments de ces mots, oui, déjà transmis. Exactement ce que nous avions discuté. Arthur est passé devant nous sans me regarder dans les yeux. Léonard a suivi, les épaules raides, les yeux fixés droit devant. Ma mère traînait derrière eux, désorientée, serrant son sac à main comme s'il pouvait l'ancrer à la réalité. Phoebe s'est arrêtée. Elle m'a regardé une fois, juste une fois. Puis elle a hoché la tête. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. « Mademoiselle Cross » a dit la voix. « Je suis l'agent spécial Laura Mandé. » Elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a dit qu'ils avaient examiné les documents, que les schémas remontaient plus loin que je ne l'avais réalisé. Que l'historique financier de Léonard Aye soulevait des préoccupations importantes. Ils agissent plus vite quand la paperasse est propre, a-t-elle dit. La vôtre est très propre. En 1 semaine, des citations à comparaître ont été émises. En 2, des comptes ont été gelés. En 3, des arrestations ont été effectuées. Accusations fédérales, fraude électronique, fraude postale, exploitation financière d'un adulte vulnérable. L'acte d'accusation couvrait 18 pages. Léonard a été arrêté en premier. Ma mère a suivi quelques heures plus tard. Leur maison a été perquisitionnée. Documents saisis, disques durs collectés. Phoebe a pleinement coopéré. Elle a témoigné. Elle a remis des dossiers. Elle a répondu à des questions qu'elle portait en elle depuis des années. Le procès a eu lieu des mois plus tard. Je n'y ai pas assisté en grande partie. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà fait ma part. Lorsque le verdict est tombé, j'étais à mon bureau. Coupable de tous les chefs d'accusation. Ma mère a été condamnée à 5 ans. Léonard a reçu plus. Une restitution a été ordonnée, des biens saisis, des propriétés liquidées, tout ce qui avait été construit sur de l'argent volé s'est effondré exactement comme cela arrive toujours, discrètement, minutieusement, et sans pitié.
La succession de ma grand-mère a finalement été réglée cet été-là. J'ai gardé la maison de Riveren. Certaines choses ne sont pas faites pour être vendues. Le dimanche, Daniel et moi nous asseyons parfois sur le porche avec un café. J'apporte mon ordinateur portable. Il apporte un livre. Le monde y avance lentement, comme ma grand-mère l'aimait. Mon cabinet m'a réintégré la semaine après l'audience. Ma première affaire de retour concernait une femme âgée dont le neveu avait prélevé près de 90 000 $ de son compte de retraite. Nous avons tout récupéré. Les gens pensent que la justice est bruyante. Ils pensent qu'elle s'annonce d'elle-même. Ce n'est pas le cas. La justice fonctionne comme ma grand-mère m'a appris à vivre. Avec soin, patience, un dossier à la fois. La partie la plus difficile est venue après que tout soit fini. Pas les arrestations, pas le verdict, pas même la condamnation. C'était le silence. Quand le bruit a cessé, quand l'histoire a pris fin, quand il ne restait plus rien à prouver, j'ai été forcé de m'asseoir avec ce qui restait. Et ce qui restait était une vérité que ma mère n'avait jamais comprise à mon sujet, à propos de ma grand-mère, à propos du silence lui-même. Les gens supposent que le silence signifie la faiblesse. Ils pensent que la voix la plus forte appartient à la personne la plus forte de la pièce. Ma mère le croyait. Elle croyait que si elle parlait la première, parlait le plus longtemps, parlait avec suffisamment de certitude, le monde s'organiserait autour de sa version des événements. Elle avait toujours vécu de cette façon. Quand mon père est parti, elle a rempli la maison de bruit, de disputes, d'accusations, de déclarations. Quand elle s'est remariée, elle a annoncé sa nouvelle vie comme si le volume à lui seul pouvait effacer l'ancienne. Et quand elle est venue pour l'héritage, elle a fait la même chose. Elle a rempli les dossiers judiciaires de mots. Elle a rempli les audiences de revendication. Elle a rempli l'air de certitude. Ce qu'elle n'a jamais remarqué, c'est que ma grand-mère m'avait enseigné le contraire. Ruth Cross croyait en la retenue. Elle croyait que la vérité n'avait pas besoin d'être bruyante si elle était précise. Que les dossiers importaient plus que les explications, que la patience l'emportait sur la force. Elle avait l'habitude de s'asseoir à la table de la salle à manger tous les dimanches matins, le café refroidissant à côté d'elle, équilibrant méthodiquement son chéquier. Elle ne se précipitait pas. Elle ne supposait pas. Elle vérifiait tout 2 fois. Quand elle a réalisé que sa fille l'avait trahi, elle ne l'a pas confrontée. Elle n'a pas argumenté. Elle ne m'a même pas dit. Elle a documenté ce choix qui m'a sauvé. Après le procès, j'ai visité la maison de River Essen seul pour la première fois. J'ai traversé chaque pièce lentement, touchant des surfaces familières, l'accoudoir usé du canapé, le coin ébréché du comptoir de la cuisine, la bibliothèque où elle gardait ses vieux plans de cours. Dans la chambre arrière, j'ai ouvert le tiroir de la commode où elle rangeait les enveloppes de reçus. Elles étaient toujours là, jaunies par le temps, soigneusement étiquetées de son écriture soignée, électricité, eau, épicerie, des décennies d'ordre tranquille. Mon téléphone a vibré pendant que j'étais là. Un message d'Hélène me faisant savoir que les derniers documents avaient été déposés. Tout était complet. Je me suis assise sur le bord du lit et je me suis permis de le ressentir. Non pas le triomphe, non pas le soulagement, mais quelque chose de plus stable, l'équilibre. Le monde avait de nouveau penché dans la bonne direction. Quelques semaines plus tard, mon cabinet a organisé une petite réunion. Pas de discours, pas d'excuses qui tentaient d'expliquer le doute. Juste un avis de réintégration et une reconnaissance discrète qu'ils avaient eu tort de me mettre sur la touche sans preuve. Ma première affaire de retour m'a rappelé pourquoi je faisais ce travail en premier lieu. Une femme âgée, un proche de confiance, de l'argent manquant, des mensonges familiers. Nous avons suivi le même processus. Dossier, chronologie, preuve. Ça a marché. Ça marche toujours. Daniel et moi n'avons pas beaucoup parlé de ma mère après cela. Il n'y avait plus rien à dire. Certaines personnes n'ont pas besoin de clôture. Elles ont besoin de distance. Nous avons trouvé des heures dans nos routines. Les courses le dimanche, de longues promenades après le dîner, des soirées tranquilles qui semblaient méritées. Un après-midi, une lettre est arrivée du centre correctionnel où ma mère était détenue. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai donnée à Hélène. Elle l'a lue et l'a résumée en une phrase, des excuses, a-t-elle dit, et de l'auto-apitoiement. C'était suffisant. Certaines traces écrites ne valent pas la peine d'être suivies.
J'ai gardé le journal de ma grand-mère, mais plus comme preuve. Je le garde parce que c'est sa voix. Parce qu'il me rappelle que la force ne ressemble pas toujours à la confrontation. Parfois, elle ressemble à la préparation. Parfois, elle ressemble à l'attente. Ma mère pensait que le silence signifiait la faiblesse. Elle pensait que la patience signifiait l'abandon. Elle pensait que le volume pouvait remplacer la vérité. Elle avait tort. Le silence peut être une stratégie. La patience peut être une force. Et la vérité, la vraie vérité, n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin d'espace pour être vue. Si vous avez suivi cette histoire depuis le début, en vous attardant sur les moments tranquilles au lieu d'attendre seulement les moments bruyants, alors vous comprenez déjà que certaines histoires ne sont pas destinées à choquer. Elles sont destinées à vous rappeler que les personnes prudentes gagnent toujours. Et que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez hériter n'est pas l'argent du tout. C'est de savoir exactement qui vous êtes, même lorsque quelqu'un d'autre essaie de dire au monde que vous ne l'êtes pas. Et si des histoires comme celle-ci, des histoires de force tranquille, de patience et de vérité, sont celles que vous avez tendance à suivre jusqu'à la fin, alors vous êtes probablement exactement là où vous devez être.